BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir sincèrement de vous retrouver comme chaque week-end pour votre rendez-vous dédié à la tech. Vous le savez, c'est De quoi je me mail. De quoi je me mail, l'audio, la vidéo, vous faites comme vous voulez, en exclu dès le vendredi à midi sur la chaîne YouTube de Tech & Co et puis le podcast audio qui arrive directement sur votre smartphone et puis le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé. Avec au sommaire, pour ceux de quoi je me mail tout à l'heure, eh bien on va parler de réseau et de fibre optique avec Lionel Paris qui sera avec nous, car figurez-vous que la Freebox Ultra est sortie il y a un an quasiment jour pour jour, et on reviendra justement sur ce qui s'est passé dans le monde des télécoms depuis, et notamment faire un focus sur Bouygues Télécom qui accélère avec des offres très intéressantes, avec notamment du 8 gigabits symétrique à moins de 25 €. Lionel Paris a testé tout ça, nous dira un petit peu où on en est, et puis aussi où en sont les opérateurs avec le Wi-Fi 7, parce que visiblement il y a plusieurs Wi-Fi 7 à plusieurs vitesses. On fera le point tout à l'heure. Tout ça s'annonce très intéressant. Je vous rappelle aussi le hashtag, le DQJMM sur les réseaux sociaux, sur X, si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte. Encore une fois, un grand merci d'être là. Bienvenue. C'est parti pour De quoi je me mail. Avec pour commenter l'actu cette semaine, Éric Le Bourlou. Salut Éric. Salut. Et voilà, un historique de quoi je me mêle qui de temps en temps vient nous rendre visite. C'est toujours avec plaisir de te retrouver, mon cher Éric. Ouais, Éric qu'on peut lire un peu partout, sur les numériques, où aussi? Maintenant, je poste pas mal aussi en freelance sur 60 millions de consommateurs. 60 millions de consommateurs, et c'est un très bon magazine que je vous recommande de lire parce que c'est un bon magazine sans publicité. Exactement. Il faut payer pour avoir 60 millions de consommateurs. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de tests de produits. C'est ça. Et beaucoup de produits high-tech aussi. C'est ça qui est des produits high-tech, mais pas que. Puis aussi plein d'articles pour mieux consommer, en fait. Exactement. Voilà. 60 millions, donc, vous pourrez lire Éric Le Bourlou. Et puis, c'est JB de The E-Collection qui est avec nous. Monsieur Jean-Baptiste Nicolet, bonjour. Bien le bonjour, François Sorel. Comment ça va, JB? Très bien, toujours. Écoute, ravi aussi de te recevoir. JB qu'on ne présente plus, youtubeur, influenceur que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, The E-Collection. Qu'est-ce que tu nous as posté comme vidéo, là, récemment? Là, je suis sur les Samsung Galaxy S25. Tu m'étonnes. C'est l'actualité chaude du moment. Tu m'étonnes. En plus, tu étais à San José, je crois. Ouais. Tu vas nous raconter tout ça? Oui. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. On était un peu mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin quand même. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. Ouais. En dessous. Oui, il y a pas mal de choses en dessous qui sont sympas. Mais on va en parler dans un instant. Mais pour débuter, l'actu brûlante, c'est Tesla. Tesla qui a communiqué sur ses chiffres trimestriels. On va y revenir dans un instant. Mais au-delà des chiffres, la grosse actu, c'est le restylage, comme ça qu'on dit, de la Model Y. Voilà, vous savez que ça fait partie maintenant des habitudes de Tesla. Hein. Régulièrement, il y a des upgrades qui sont faits de leur véhicule. La Model 3, c'était il y a quoi? Il y a 2 ans, je crois. C'était l'année dernière. L'année dernière. Ouais. Et bien là, voilà, c'est la Model Y. Et on a une chance incroyable, c'est que tu as pu la tester. Pas la tester, mais la découvrir à l'arrêt. Voilà, la découvrir à l'arrêt. Voiture. Parce que, mine de rien, il y a pas mal de choses qui changent. Et on sait que tu suis l'actu Tesla. Ça t'intéresse. Hein. Alors, dis-nous ce que tu en penses un peu. Cette Model Y, nouvelle version? Elle est très sympa. Je ne sais pas si visuellement vous voyez ce que c'est. C'est tout simplement le petit SUV de Tesla qui reprend les codes de la Model 3, la berline, mais en plus gros. Et Tesla a décidé de changer complètement le design extérieur, mais aussi intérieur, avec des nouvelles bandes lumineuses qu'on a à l'avant, qui sont un peu héritées du Cybertruck, le fameux pick-up qui est réservé aux États-Unis. On en parlera tout à l'heure de ce Cybertruck. Et à l'arrière, pour la première fois sur une voiture, un bandeau lumineux, mais avec projection indirecte. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des feux qui vont éclairer de l'intérieur vers l'extérieur, en fait, il y a un petit creux, un petit renfoncement où en fait la lumière va venir de façon indirecte pour donner cet effet un peu de lumière tamisée à l'arrière. C'est très sympa. C'est moins éblouissant. C'est moins éblouissant. Après, il faut voir en roulant de nuit comment ça rend. Mais ça a son style, ça change complètement de ce que Tesla pouvait proposer jusqu'à présent sur ses modèles Y. Ça n'a rien à voir vraiment visuellement à l'arrière. C'est ça aussi sur les côtés. Il y a un petit nouveau design et l'intérieur aussi. Il y a un bandeau lumineux qui arrive partout. Ils ont laissé le commodo des clignotants derrière le volant parce qu'on sait que depuis quelques années ils avaient décidé de le supprimer et de le mettre sur le volant. Et ça n'a pas plu à la communauté, je crois. C'est pratique aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de rond-point. Mais nous en France et en Europe, quand on tourne le volant pour faire un demi-tour,
les clignotants sont inversés, donc en fait on se trompe complètement. Et c'est quand même problématique complètement dingue. Mais encore une fois, c'est American-centrique si tu veux. Je pense que les mecs, les ingénieurs qui bossent là-bas, se sont dit bah attends c'est génial. Et puis il y en a un qui dit attendez les gars, moi je suis en Europe, c'est pas bon là. Ouais mais même je veux dire les gens sont hyper habitués depuis que des depuis la nuit des temps, en fait, à utiliser le petit Komodo. C'est vrai que le fait qu'ils le remettent, c'est quand même c'est quand même un signe que c'était une erreur ergonomique assez majeure. Mais après, je trouve que Tesla a révolutionné aussi pas mal de commandes quand même dans la voiture. Et finalement, pour la plupart, c'est passé crème. Quand tu vois que t'as plus de combiné, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, t'as qu'un écran, tout se fait depuis l'écran. Ça a gueulé un peu au début, mais après, les utilisateurs de Tesla, au quotidien, sont, tu vois, ravis. Donc, je pense qu'ils ont dû se dire, bon, on va tenter, on va voir. Il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas aller trop loin. C'est ça. Surtout sur les clignots, qui est quand même un truc important. Bah oui, c'est un peu un truc que tu utilises tout le temps. Enfin, normalement, si tu suis le code de la route. Donc c'est revu, quoi. C'est revu, mais bien en profondeur. Il y a aussi un écran qui arrive pour les passagers à l'arrière, un écran central sur la coudoir pour gérer la climatisation des vidéos et un peu l'infodivertissement. Donc un peu comme dans un avion, quoi. Tu as ton petit écran pour te regarder tes petites séries. C'est ça, exactement, qui est dissocié de l'écran de devant. Donc ceux derrière peuvent regarder des choses qui ne sont pas sur l'écran de devant également. Et ça coûte un peu plus cher. Ça va partir de 60 990 € pour un modèle Launch Series, c'est-à-dire le modèle de lancement qui sort en mars 2025, donc demain. Et c'est déjà disponible à précommande, donc on a hâte de l'avoir en vrai en roulant pour l'essayer. Mais voilà, c'est la petite nouveauté Tesla de ce début d'année, au-delà de tout ce qu'ils ont annoncé avec les fameux chiffres de vente. Oui, les chiffres de vente. En termes d'autonomie, parce que c'est vrai qu'on attend souvent Tesla aussi là-dessus, on est comme avant. Je crois que c'est 568 km d'autonomie pour le modèle grande autonomie, propulsion. Donc après, ça varie encore une fois de ce qu'on va faire, mais on le sait qu'aujourd'hui, c'est ce qui est sur le papier. En conditions réelles, on est plus dans les 400, 450 max, selon ce qu'on va faire sur l'autoroute. Et surtout aussi la saison. La saison, l'hiver, c'est incroyable. Si on a les pneus hiver, si on a la climatisation, si on fait l'autoroute, tout est à prendre en compte quand on fait un trajet long en Tesla, mais aussi sur toutes les voitures électriques. L'avantage de Tesla, c'est la charge ultra rapide, jusqu'en 250 kW, ce qui n'est pas le cas sur d'autres véhicules, et les réseaux de superchargeurs Tesla qui sont quand même vachement éparpillés en France, partout, sur les autoroutes et un peu en dehors. Ça marche très bien, on se branche, on repart, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Ce que les autres voitures aujourd'hui ont un peu plus de mal, avec toutes les Ionity et tout ça, où il faut avoir la carte en question, enfin, c'est un peu plus compliqué. En termes de infotainment, bon, donc il y a cet écran à l'arrière, il y a des révolutions aussi concernant le son, je dirais, les capteurs, tout ce qui est fonction d'autonomie de la voiture, c'est comme les précédentes. Il y a une nouvelle petite caméra sur le pare-choc à l'avant qui a comme révolution de s'auto-nettoyer. C'est-à-dire que s'il y a du givre ou il y a de la buée, comme elle est auto-chauffante, elle va se chauffer pour que justement il n'y ait plus ce givre et cette buée, offrir un grand angle un peu plus grand que ce qu'il y avait jusqu'à présent pour que justement à l'intérieur de la voiture on puisse avoir, si on veut voir ce qu'il y a devant soi, un angle un peu plus grand et que ça aide aussi à la conduite autonome, voire semi-autonome, puisque nous aujourd'hui en France on n'a pas le droit à la même conduite autonome qu'on peut avoir aux États-Unis. Et j'étais aux États-Unis justement il y a quelques semaines et j'ai testé cette conduite 100% autonome du Cybertruck. C'est bluffant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé. La conduite 100% autonome en ville d'une voiture Tesla, c'est impressionnant. C'est dingo. Hein, ça s'arrête au stop, ça reprend, ça met le clignotant, ça fait demi-tour. Non, mais ça s'arrête au stop, heureusement. Dans le sens où, même s'il n'y a pas de voiture, on peut se dire, elle va continuer. Elle marque un arrêt. Voilà, il y a une voiture qui avance, elle s'arrête, elle voit qu'il y en a une qui va potentiellement avancer, elle va quand même avancer, mais s'arrêter, reprendre, bifurquer, sortir, freiner. Et parfois, quand on oublie de se dire, attends, les US, il y a des routes par-ci par-là, ça fait tout seul, ça va très vite, ça va ça marche vraiment bien et ça m'a extrêmement surpris. Après, c'est une option qui coûte 5 ou 6 000 $, à rajouter en plus sur la facture, qu'on peut prendre après. Mais je comprends pourquoi aux États-Unis, il y en a beaucoup qui ont des Tesla et qui prennent des options. Mais c'est vrai qu'en France, ça n'a pas la même saveur. Non. On n'a pas toutes ces fonctionnalités en France. On les a pas encore. Je pense que ça va mettre du temps à arriver. Mais aller aux États-Unis tester ça, c'est très sympa. Ouais, c'est cool, c'est cool. Bah, c'est pour ça que je pense que, bon, Eric, on peut commenter aussi les résultats de Tesla qui sont tombés il y a quelques heures. Oui. Je crois qu'il a été question de robotaxi, justement. Oui, en fait les ventes de Tesla ne sont pas... les ventes augmentent très légèrement, mais vu le contexte, on aurait pu estimer que les ventes auraient pu exploser. Les ventes augmentent assez peu de Tesla, et surtout, les profits de Tesla baissent beaucoup. Et en fait, ça, c'est quand même globalement
globalement un petit problème pour cette entreprise qui est de plus en plus concurrencée. Tesla avait beaucoup d'avance il y a quelques temps, puis là on voit qu'il y a plein d'acteurs, notamment chinois mais aussi européens, qui commencent à faire des véhicules qui peuvent atteindre on va dire les caractéristiques techniques de Tesla, tout en parfois en étant moins cher, même si effectivement Tesla garde des avantages, enfin tu l'as dit, sur les superchargeurs, mais aussi sur la conduite autonome, où là ils sont bien plus forts que d'autres acteurs. Et justement, en fait, c'est ça qu'a voulu montrer Musk durant pendant qu'il présentait ses résultats. C'est que, en fait, évidemment, pour rassurer la bourse, il faut parler du futur. Et l'action n'a pas spécialement dévissé parce que lui, il parle beaucoup du futur et notamment de la conduite autonome. Il en parle depuis plus de 10 ans, donc c'est pas nouveau. Mais, avec des promesses pas toujours tenues. Alors même si aujourd'hui, il arrive à faire, tu le disais, des trucs incroyables, il y a 5 ans, il disait que 1 an après, on allait avoir des voitures autonomes Tesla partout, tu vois. Ouais. Pour rebondir sur ça, juste un petit aparté. Les voitures Tesla aujourd'hui qui sortent de la Gigafactory au Texas sortent toutes seules en conduite autonome des usines pour aller se garer. C'est incroyable. C'était à l'occasion d'ailleurs des résultats qu'ils ont montré ça pour aussi faire un petit coup de com sur ce qu'ils peuvent faire. Et mais surtout, il a aussi annoncé que le Cybercab, dont il a parlé il n'y a pas si longtemps, allait commencer à arriver vraiment dès le mois de juin. Donc ça arrive. Donc le robotaxi, voilà, c'est ça. Mais dans un service de robotaxi type ce que l'on trouve à San Francisco par exemple avec Waymo. Dans une petite ville, si je ne m'abuse, c'est à Austin. Pour l'instant, enfin une petite ville, ça reste. Mais c'est Austin, c'est pas la plus grande ville des États-Unis. C'est là où il y a le siège de Tesla. Et c'est là où il y a le siège de Tesla. Exactement. Mais en tout cas, donc ça veut dire concrétise les promesses. Il concrétise les promesses. Non, ce sera un service. C'est pas pour les particuliers. Ce sera un service de robotaxi. Donc, mais c'est quoi C'est Uber, c'est Lyft qui va acheter ça. On ne sait pas trop encore. C'est, je pense, opéré par Tesla directement. Ah, carrément. Et c'est en fait pour Elon Musk, il dit on va mettre notre petit doigt de pied dans la conduite autonome par ce biais-là. Alors certains sont déçus parce qu'ils pensaient justement avoir quelque chose de plus, une annonce un peu plus ambitieuse que ça pour le robotaxi pour l'instant, mais c'est déjà en fait une réalisation de la conduite autonome qui fonctionne, comme tu l'as dit déjà, pour Tesla. Donc là, ça concrétise un petit peu cette vision-là, quoi. Il a annoncé aussi des véhicules moins chers pour cette année. Oui, alors ça, je sais pas. Il a juste dit des véhicules moins chers. Des véhicules moins chers. Ça, on en entend parler. Et c'était d'ailleurs la promesse du robotaxi. Est-ce que ça va être la nouvelle Y qui va baisser de prix? Est-ce que ça va être un nouveau modèle? Parce qu'il y a toujours le fameux modèle 2, mais qui jamais... ce fantasme d'une citadine, on va dire Tesla, qui fait rêver évidemment les Européens, parce que franchement, c'est compliqué de s'offrir une Tesla en Europe et notamment en France, parce que les routes ne sont pas adaptées, les places de parking ne sont pas adaptées. Mais au-delà de ça, c'est que jusqu'à présent, il y avait le bonus écologique qui existait sur les voitures électriques, mais maintenant, c'est uniquement pour les voitures électriques produites en Europe, et il n'y a que le modèle Y qui est produit en Europe. Sauf que c'est un modèle plus gros que le modèle 3. Donc les gens sont amenés à plus acheter un modèle Y. C'est pour ça que c'était la voiture électrique la plus vendue, voire même la voiture tout court, la plus vendue de 2024. C'est ça. Et avec la modèle Y, la nouvelle modèle Y qui a 60 000 €, on n'a même pas besoin, on n'a même pas droit à l'aide en fait, puisqu'on dépasse évidemment les seuils où l'État vous donne une subvention. D'ailleurs, ces subventions vont petit à petit disparaître, sans doute, quand on voit l'état des finances de notre pays. À mon avis, a priori, ça ne va pas durer très longtemps. D'autres choses aussi sur ces résultats Tesla ou pas? À part le fait qu'effectivement, ils ne sont pas spécialement brillants et que donc il a parlé du Cybertruck ou pas? Parce que le Cybertruck, alors on peut peut-être vite évoquer ce truc-là. C'est un bide, on est d'accord. En tout cas, c'est pas une grande réussite. Non, c'est pas une grande réussite commerciale. Effectivement, c'est même pas le pick-up, parce que lui, il espérait révolutionner la vente du pick-up aux États-Unis, puisque c'est quand même le pays du pick-up. Mais et en fait, ce n'est pas le pick-up le plus vendu de 2024. Donc il se fait même tailler des croupières par l'entreprise Rivian, qui est une autre entreprise de véhicules électriques qui vend un pick-up. Donc effectivement, le Cybertruck est un peu un échec, malheureusement. Tu l'as testé? Malheureusement. Pour lui, justement, il y a 2-3 semaines aux US. Moi, je suis l'un des seuls, mais je suis fan du produit. Genre, je trouve ça différent, je trouve ça futuriste et c'est rigolo, vraiment, et ça se conduit super bien. Et quoi qu'on en dise, j'en ai quand même vu beaucoup aux États-Unis, que ce soit à Las Vegas, à San Francisco, on en voit partout. Et ça passe pas inaperçu. Et tout le monde se retourne sur lui. C'est peut-être pour ça que t'en vois aussi, parce que ça passe pas inaperçu, tu vois ce que je veux dire? Mais parce après, visiblement, ils en ont vendu que 40 000. C'est vrai que c'est pas beaucoup.
40 000 pour Tesla, je crois qu'ils avaient des prévisions à 250 000, tu vois. Ouais. Donc c'est pas, Après, on est loin du résultat. Le Hein. prix qu'ils avaient annoncé en 2019 de 30-40 000 dollars, Ouais. et aujourd'hui, C'est ça. la version qui est disponible, c'est à partir de 75 000 Ouais, dollars c'est pas pareil. par taxe, Hein. Ouais. plus de 100 000 dollars. C'est pas le même prix. Ouais. Donc ça aide pas non plus à en vendre beaucoup. Bon, voilà pour ces résultats Tesla. Et puis c'est une voiture qui est disponible, enfin qui par exemple est pour l'instant pas. Il n'est pas possible de la commercialiser en Non. Europe, hein, évidemment. Parce Elle n'a pas encore la réglementation. Non, Et je pense que ça se comprend. Hein. Et ouais, Bien sûr. Très évidemment. pointu, très gros, très large, très lourd. Ouais. c'est même pas sûr que ce soit Très tout. En fait. un jour Oui. disponible en Bah, Europe. c'est la démesure américaine. Ouais, c'est la démesure américaine. C'est un projet qui tenait à cœur à Elon Musk. Hein. C'est lui qui a voulu ce véhicule. Hein. D'ailleurs, contre les avis des ingénieurs de chez Tesla qui étaient en PLS quoi, quand ils ont vu ce qui se tramait. Dans l'actu, on a aussi, toujours toi, JB, tu nous le disais de San Francisco. Tu es passé par San José où Samsung a dévoilé la semaine dernière les nouveaux Galaxy S25. Alors évidemment toute la gamme, le S25 Ultra et puis quelques petits teasings aussi. La semaine dernière, avec sans le recul nécessaire, on s'était dit qu'on était un peu déçus quand même de cette conférence parce que mine de rien, les S25 par rapport au S24 au niveau hardware, il n'y a pas grand-chose qui change et on nous rajoute encore une couche d'intelligence artificielle. Mais bon, so what? Quel est ton point de vue, toi, là-dessus? Puis après, on demandera à Eric, bien évidemment. Bah, il est là, ce petit S25 Ultra. Alors, il change quand tu es design sur le S25 Ultra parce qu'il reprend le design des S25 et S25 Plus, donc plus carré, plus franc, plus rectangulaire. C'est grosso modo la seule vraie nouveauté qu'il va y avoir sur ce S25 Ultra, au-delà d'un ultra grand angle en 50 millions de pixels, d'un meilleur processeur et de l'IA à toutes les sauces. C'est clairement le mot d'ordre cette année et même depuis l'année dernière sur beaucoup de marques de smartphones. On ne sait pas quoi faire en hardware, on va mettre de l'IA. Et il y en a partout. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est réservé au S25 Ultra et à la gamme des S25, mais dans 6 mois, ça peut arriver très certainement sur les S24, voire sur les S23. Donc, quel est l'intérêt d'acheter aujourd'hui un S25 ? À part pour 6 mois d'avoir de l'IA, je ne vois pas trop. L'IA, c'est intéressant. Pour certains, c'est ultra pratique parce que ça fait gagner du temps, ça peut aider au quotidien. Mais on a vécu sans pendant des années, on peut continuer à faire sans. Bon, voilà. Toi, il y a des fonctionnalités IA qui... Il y en a une qu'ils ont annoncé Samsung qui est juste géniale, c'est les actions cross-app. C'est par exemple, on va dire à Gemini, bah voilà, je vais aller au restaurant ce soir dans le 15e arrondissement, un restaurant de viande ouvert en continu et qui est dog-friendly. Il va aller chercher tout ça sur Internet et il va directement nous envoyer 2-3 recommandations, les temps de trajet, les envoyer à la personne en question, par exemple si on veut y aller avec François. Et il va tout faire ça pour nous. Et au lieu que ça nous prenne 10-15 minutes, bah, il va faire ça tout seul. Ça, c'est pratique. Ouais, ça, c'est une fonctionnalité qui va faire vraiment gagner du temps. Après, il y a tous les classiques gomme magique en audio et en vidéo qui font leur apparition. T'as pas mal de trucs qui débarquent. Mais encore une fois, c'est juste du software. Et je ne sais pas si aujourd'hui, le consommateur, il a vraiment envie de software. Il a peut-être envie d'un nouveau produit. C'est peut-être pour ça que Samsung a annoncé un nouveau smartphone, le S25 Edge. Ouais, on va en parler dans un instant. Parce qu'en plus, au niveau tarif... c'est pas donné. Ça n'a hein. pas bougé. C'est 1469 € pour le S25 Ultra, mais c'est quand même un sacré budget quand on se dit que c'est 1500 € un téléphone aujourd'hui. Alors, Eric, toi, tu es pro Android, hein? Oui, Enfin, pro Android, oui. J'utilise des Android. Tu fais plutôt partie du camp Android. Oui. Ce S25, tu l'attendais. Enfin, je veux dire, t'es plutôt pro Samsung dans les smartphones ou pas? Pas spécialement, non. Mais en fait, on peut reconnaître à Samsung qu'ils ont toujours fait évoluer le hardware. Et ça, et c'est vrai que c'est un peu décevant de voir un S25 qui est quasiment identique à son prédécesseur. Mais ça, on le voit sur le marché de la téléphonie mobile depuis quelques années. Et du côté de chez Apple, c'est pareil. Chez Apple, c'est pareil. On a l'impression que tout le monde se gratte la tête. Les têtes pensantes de ces boîtes-là se grattent la tête pour essayer de casser ce plafond de verre du mégapixel du truc, du processeur Qualcomm. Et en fait, on n'arrive pas à aller plus haut, quoi. Le truc, c'est qu'il y a quand même une nouveauté là, c'est qu'apparemment, les puces Exynos, pour le coup, là, c'est fini. Enfin, on ne sait pas, peut-être qu'ils vont revenir l'année prochaine. Mais en tout cas, là, on a quand même droit à une puce qui est... La puce Exynos, c'était la puce maison Samsung, voilà, qui
équiper les en fait la série des S Exactement. en Europe. En Europe, ouais. Et pas aux États-Unis parce que les États-Unis c'était du Qualcomm. C'est ça. Et là, on a du Qualcomm qui est une puce qui a l'air quand même de bastonner pas mal. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais au-delà de ça, effectivement, est-ce qu'il y a par exemple besoin d'upgrader par rapport à un téléphone qui est sorti l'année dernière? Non. Et en fait, effectivement, comme tu le dis, maintenant ils vont tous les fabricants vont se battre sur l'IA, sur les fonctions d'IA. Et ces fonctions-là, en fait, elles sont pas forcément révolutionnaires ou absolument indispensables. Voilà, c'est exactement ce que tu disais. Et en plus, là, les fonctions que présente Samsung, ce sont des fonctions en fait que Google fournit à Samsung un peu en avance parce qu'ils s'entendent bien et que du coup, ça permet, les Galaxy S ont toujours servi de moteur à toute l'année smartphone Android. Mais ce sont des innovations que l'on va retrouver demain sur la plupart des smartphones Android, y compris ceux de Google qui vont sortir plus tard dans l'année. Et puis surtout, en fait, ces innovations d'IA, effectivement, elles sont pas. Alors oui, il y a ce que tu disais, effectivement, cette agentification. D'ailleurs, on va peut-être en reparler plus tard des IA, c'est-à-dire effectivement, on peut maintenant demander à son téléphone de faire des choses pour nous via des applications. Et d'ailleurs, Apple va faire la même chose bientôt. Mais voilà. Enfin, je sais pas si tu l'as testé. Je sais pas si j'ai testé. Ça marche très très bien. Mais apparemment, t'as quand même des validations à faire, etc. Voilà. Parce que sinon, c'est compliqué. Ce n'est pas magique non plus, mais c'est quand même ça peut être cool. Mais ça c'est, on va dire, c'est quelque chose de global qui va arriver à peu près sur. Enfin, là, c'est la grosse nouveauté IA, cette agentification. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? En attendant Apple et Apple Intelligence qui devrait arriver en avril. Bah oui, en français. On n'a aucune nouvelle depuis, mais ça doit toujours arriver en avril. Ouais. Ça va être intéressant de voir si on va assister à une bulle en fait de cette IA qui arrive sur les téléphones, parce que c'est pas la première fois que les constructeurs essaient de nous vendre une fonctionnalité qui veulent nous rendre indispensables, mais qui parfois ne l'est pas. Ça va être intéressant de voir. Est-ce que il va avoir une adoption de toutes ces fonctionnalités, on va se dire, pétard, mais franchement, comment je vivais avant l'IA, quoi? Ou est-ce que finalement, on va pas s'en servir? Je pense qu'on va le savoir très vite. Ouais, c'était déjà un peu le cas l'année dernière. C'est pas, et même depuis que Google, parce que Google, ça fait très longtemps qu'ils sur les pixels, ils intègrent de l'IA. Et puis tu as raison, il y a les pixels derrière qui vont faire tout ça aussi, j'imagine. Oui, parce que ce cross-app là que tu évoquais il y a un instant, c'est Gemini, c'est du Gemini, donc ça va arriver. Peut-être que Samsung a une exclue pendant quelques semaines, mais après ça va arriver sur les pixels. Ah oui, tout à fait, ouais. Mais Samsung m'a indiqué que pour 2024, du coup, les clients ont souhaité acheter un S24. Le premier choix, c'était l'IA. Ils ont voulu en acheter un parce qu'il y a l'IA intégrée, parce qu'il y a Galaxy AI. Et eux-mêmes étaient surpris que l'IA soit aussi rapidement adoptée par les consommateurs. Je suis d'accord, mais parce que en fait, les gens voulaient acheter ça parce qu'on leur a dit qu'il y avait de l'IA. Mais après, quand ils achètent le téléphone, est-ce qu'ils se servent de ces fonctionnalités? C'est ça qui serait intéressant en fait. Et je crois qu'il y a eu des études faites par Samsung qui ne sont pas folles quand même. Au-delà du fait des annonces, il y a plein de gens qui ne se servent pas des fonctionnalités d'IA du S24. Mais bon. Mais je crois qu'Apple c'est pareil. Mais Apple c'est pareil. Non, mais après, aux US avec les iPhone 16 et finalement. Pas grand monde utilise ça. Tu es obligé d'avoir un tampon IA sur ton produit aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est pas forcément. Mais ça montre aux clients que voilà, t'es dans l'air du temps. Ouais, c'est pareil pour les PC d'ailleurs. C'est exactement la même chose. Les PC IA, ça sert pas à grand chose dans les fonctions IA, vraiment pas à grand chose. Les frigos, tout. Les télés, les frigos, les télés. Au CES, on a vu que des termes. Quelque chose IA. Mais tu sais, ça me fait penser aux télés à un moment où tu avais des autocollants, tu étais obligé d'avoir les autocollants Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby machin, HDR, les trucs et tout. Tu avais toute cette compatibilité. Voilà, mais toute cette panoplie d'autocollants parce qu'il te fallait ça pour vendre, en fait. Tu vois, parce que les gens comparaient le nombre d'autocollants que tu avais sur ta télé, quoi. Exactement. J'ai l'impression qu'on est un peu dans ce même truc. Après, encore une fois, c'est vrai que ce scénario cross-apps a l'air sympa. Si ça marche. Ça marche. Pour le coup, ça marque. Et tu vois, le top, ça serait qu'après, ça réserve directement ta table dans le restaurant en question, tu vois. Ça viendra, je pense. Ça viendra. Et que ton robot y est à sa place aussi, tu vois. Comme ça, tu ne te déplaces même plus. Voilà. Et puis, t'es un robot qui te donne à becquer, tu sais. Ça arrivera un jour, peut-être. Tu sais, quand on sera très, on très vieux. On n'a pas parlé d'ailleurs de Tesla, mais Tesla a aussi parlé des Optimus. Optimus, voilà, c'est le futur pour Elon Musk. Et donc, je reviens là-dessus. Mais il en a parlé, évidemment, pour assurer la bourse.
c'est pour dire qu'il y en aura partout, on verra bien. Ouais, ça va, voilà. Bien sûr. Côté Samsung, alors ça c'était les produits, la gamme S25. Il y a eu 2 produits qui ont été... on va dire abordés, mais de manière très, très, très subtile. Pour continuer dans le S25, ils ont annoncé un S25 Edge. On l'attendait pour le S25 Slim, mais ils ont choisi le Edge. On ne comprend pas ce nom marketing parce que de base chez Samsung, Edge, c'est pour les écrans incurvés. On se souvient à l'époque, les Note Edge, c'était vraiment les écrans incurvés. Là, il n'y a pas d'écran incurvé, parce qu'on l'a vu, il était montré lors de la conférence sur une table qui a pris tout le monopole de la zone de prise en main. Tout le monde s'est rué dessus et tout le monde n'avait d'yeux que sur ça. Bon, voilà. Mais il était juste suspendu en comparo avec le S24 et le S25 pour côté taille. On n'a aucune info sur ce smartphone à part qu'il devrait sortir sur le premier semestre 2025, qu'il est très fin, qu'il a 2 appareils photo et un écran. C'est tout. Voilà. Après, on ne sait rien. Samsung n'a rien dit. Donc sa spécificité, c'est son design. Il est plus fin que les téléphones traditionnels. Ouais. Et on se pose des questions sur l'utilité. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est pas la finesse, c'est de la bonne batterie. La résistance, est-ce qu'il va être aussi résistant qu'un smartphone aujourd'hui? Et est-ce que les specs vont suivre? Parce qu'aujourd'hui, on veut un smartphone, parce qu'à mon avis, il va coûter minimum 1 000 €, à 1 000 €, dont les specs suivent. Qu'on n'ait pas des appareils photo au rabais, une batterie au rabais, un écran au rabais. Est-ce que Samsung va arriver à mettre tout ça dans ce smartphone aux alentours de 1 000 €? Réponse à suivre bientôt. Ouais, c'est intéressant parce que Apple a le même projet. Ah oui. Donc en fait, Samsung a un peu coupé l'herbe sous le pied à Apple. Il y a beaucoup de rumeurs sur un 17R. C'est dingue comme ces 2 boîtes se suivent de manière assez... Mais je pense que ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment d'idées en matière de hardware. Donc là, ils nous font ils se collent au basque tous les deux. Et Apple, effectivement, a le même projet de faire un iPhone plus fin, mais comme tu le dis, un smartphone plus fin pour avoir moins de batterie, alors que déjà, il n'y en a pas beaucoup en général. Quel est l'intérêt? Une coque en plus pour le protéger. Mais donc, on a l'impression qu'effectivement, il y a un problème d'idée, quoi. Et je me rappelle, moi, la dernière fois qu'ils ont fait ça, vraiment, le truc sous cloche, c'était pour le Fold, qui pour le coup avait une nouvelle idée, dans sa besace, quoi. Et là, bon, un téléphone plus fin, ok, très bien. Mais rendez-vous à MWC fin février, début mars pour voir tous les acteurs chinois qui vont présenter des smartphones. Je suis sûr qu'il y aura des Edge et Slim qui vont sortir à tout va. Parce que je pense que c'est le fer de lance, je sais pas quoi, là, de cette année. Là où en 2020, c'était les petits smartphones, les mini. Tu as raison. C'est le retour des tout fins. On va voir. On sera au MWC, bien sûr. Le grand salon de la téléphonie mobile à Barcelone. C'est tout début mars. Cette année. Et on a hâte, parce que peut-être qu'on pourra vérifier ce Galaxy S25 Edge. Et alors l'autre, on va dire, porte qui a été entrouverte chez Samsung, bien sûr, c'est leur projet de masque AR/VR. Et oui, un masque AR/VR sous Android XR, projet Muan. Bon, un nom un peu coréen, mais je ne sais pas si ce sera le nom qu'ils vont garder pour le vendre. Un produit qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au casque Apple Vision Pro, à la fois dans le design, mais aussi dans les usages. Parce que quand on regarde l'interface à l'intérieur, c'est tout comme Apple Vision Pro. Ce sont les mêmes logos d'application, enfin, version Google, mais la même disposition, les mêmes gestes, les mêmes fenêtres, les mêmes possibilités de photos ou vidéos spatiales. Tout pareil, mais tout pareil. Sauf que là, c'est Google qui court à l'intérieur avec l'IA de Google et Gemini. Pas de prix, pas de date de sortie, rien du tout. Juste, ils nous l'ont présenté comme ça. Ça a duré 30 secondes lors de la présentation et on l'avait en zone de prise en main juste pour le voir. On ne pouvait pas le toucher, on ne pouvait pas le mettre. On l'a juste vu. Sauf que, entre-temps, un YouTuber a pu mettre la main dessus et a donné son premier ressenti, en fait. Ressenti qui est positif. Alors, bon, pas dans le design et tout ça, parce que c'est vraiment une copie conforme d'Apple Vision Pro, y compris sur la batterie avec le câble et tout ça. Mais c'est plutôt positif dans le sens où l'IA est intégrée à l'intérieur et ça rajoute une plus-value dans l'utilisation qu'on va avoir du produit au-delà d'utiliser que les mains, les yeux et la voix. Là, on va pouvoir discuter avec lui, lui demander de faire des actions, il va le faire. Par exemple, si toutes ces fenêtres sont devant soi, elles sont un peu en bordel, au lieu de prendre à la main les fenêtres, on va lui dire range-moi mes fenêtres à côté, il va le faire pour nous. Voilà, on va gagner 30 secondes, mais c'est déjà ça. Et ça va aller au-delà dans d'autres choses, mais voilà, c'est un premier exemple sur ce que l'IA peut faire avec la voix, alors qu'on pensait que ça prend du temps de faire ça. Quand on est tout seul comme ça et que les gens nous regardent en train de faire ça, ils nous prennent pour des fous. Ouais,
C'est intéressant de voir que l'IA est partout maintenant. Et évidemment, les masques de AR, VR ne passent pas à côté. On rajoute ça. L'interface est quand même très ressemblante à celle du Vision Pro. C'est la même. Ce qu'on a vu, c'est incroyable. J'avais l'impression de regarder l'interface du Vision Pro avec les petites icônes qui flottent comme ça. Derrière, je sais pas, mais en tout cas... on va dire que ça, c'est, si on se rappelle l'histoire du début des smartphones et du début de Apple versus Android, bon, c'est un peu un peu la même chose. On se rappelle bien quand même qu'il y a eu des procès à l'époque qui n'ont pas été. Steve Jobs était foudrage quand il avait vu la première interface d'Android. Surtout que évidemment Android ils l'ont intégralement refait quand ils ont vu l'iPhone. Mais évidemment, de toute façon il y a toujours de la copie parmi les fabricants. Moi je suis pas sûr que ce truc là sorte vraiment. Enfin. On a vu ce que ça donnait le Vision Pro, ça n'a pas eu des ventes pharaoniques, loin de là. Et Apple, je pense, a même fait baisser les volumes de prod de ce casque parce que ça se vend pas très bien, c'est trop cher. Donc, est-ce que ça va sortir dans cette forme, ce produit je ne sais pas s'ils ont donné une éventuelle date de sortie. Je suis même pas sûr. À part ça, voilà. On n'a pas de prix. Non. C'est aussi une démo technique de la part de Samsung, mais aussi de Google pour dire on est là-dessus, on peut le faire, on sait le faire, et si on voit que ça décolle, on bosse dessus, on le sortira. Mais on a déjà vu ça à l'époque du retour de la VR quand Oculus a commencé à décoller, etc. Samsung et Google en même temps s'étaient aussi mariés pour proposer des casques VR qui finalement se sont vendus à, j'exagère, mais à 4 exemplaires. Ça s'est écroulé. On verra bien ce que ça va donner pour maintenant des casques VR beaucoup plus perfectionnés, enfin AR VR beaucoup plus perfectionnés. Peut-être que ça fera la même chose, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils y sont, c'est ce qu'ils veulent dire. On y est, on sait faire, vous verrez, voilà. En attendant que tout ça se miniaturise et que ça arrive sur des lunettes, parce que c'est ça. Enfin, je veux dire, il faut. Moi, j'avais entendu plus de la part de Meta pour le coup. Bien sûr. Mais dans leur compte, Samsung, ils ont montré toute leur panoplie, leur portfolio de produits. Et il y avait des lunettes. Il y avait des lunettes. Tout en haut à droite, si on regarde bien, il y avait des lunettes. Donc ils ont ce projet de lunettes à terme. Android XR est un OS qui est compatible à la fois sur les masques, mais aussi sur les lunettes, vraiment. Et Samsung a un gros avantage, c'est qu'il développe beaucoup plus le micro-LED dans les télétransparences, qui pourrait arriver à terme sur des lunettes de vue. Donc ils ont le savoir-faire, le hardware. Bien sûr. Et du coup, Android XR avec Google, ils ont une très bonne relation. Le potentiel est là, le potentiel technique en tout cas. Bon, on va suivre ça de près. Dans l'actu, puisqu'on parle d'IA, on y reste avec le séisme DeepSeek. Que vous avez peut-être suivi. On en a beaucoup parlé dans Tech & Co, la quotidienne, l'émission que j'ai le plaisir de vous présenter tous les soirs sur BFM Business entre 20h et 21h30. Je vous invite d'ailleurs à la découvrir si ce n'est déjà fait. C'est 90 minutes de tech tous les soirs du lundi au jeudi. Et DeepSeek, Eric, c'est un sujet qui t'intéresse parce que ça a un peu rebattu les cartes, on va dire, de l'IA générative. Rappelons que DeepSeek, c'est un peu le ChatGPT chinois, pour schématiser au maximum, qui fait aussi bien, voire un peu mieux dans certains domaines, tout en étant beaucoup, beaucoup, beaucoup moins gourmand en ressources de calcul. C'est ça, c'est exact. Tu l'as parfaitement résumé. Je veux dire, non, c'est effectivement, ça a été un séisme. D'ailleurs, ça a provoqué une chute soudaine de l'action de Nvidia qui était à des taux stratosphériques, et pas que de Nvidia d'ailleurs. Et on explique pourquoi. Parce que Nvidia fabrique des processeurs graphiques qui justement produisent cette puissance informatique pour faire travailler l'IA générative. C'est ça, qui sont aujourd'hui, que tout le monde s'arrache aujourd'hui parmi tous les géants de la et tech. Comme DeepSeek est arrivé en disant, regardez les gars, moi avec des vieilles Nvidia et beaucoup moins, j'arrive à faire aussi bien que ChatGPT, l'action Nvidia s'est plantée parce que en fait, les observateurs se sont dit, mais on n'a pas besoin forcément d'une ultra puissance pour faire des trucs bien. C'est ça, et en fait, DeepSeek a commencé à exploser, enfin en tout cas il est arrivé numéro 1 de l'App Store le jour presque où Donald Trump a annoncé un méga projet d'IA qui s'appelle Stargate avec un data center gigantesque, etc. Donc là, c'était un petit peu un pied de nez pour dire, voilà, on peut faire des choses qui sont
quasiment aussi bien que ce que vous proposez aux États-Unis. On rappelle aussi que par ailleurs, ils ont travaillé avec aujourd'hui des barrières technologiques, puisque Nvidia ne vend pas ses puces les plus performantes à la Chine. Donc ils sont arrivés à faire un modèle qui est extrêmement performant, tout en ayant des puces qui sont en gros bridées. Et ils ont été extrêmement malins. On ne va pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est très compliqué, mais ils ont réussi par différentes techniques de codage à rendre beaucoup plus intéressantes ces puces qui sont pourtant bridées. Il y a un autre truc qui est important avec DeepSeek, c'est que c'est open source, parce qu'on a vu le chatbot, lui, quand vous lui parlez de la place Tiananmen, ou que vous lui parlez de notre sujet grand sensible leader chinois, politique, il botte en touche. Il botte en touche. En revanche, c'est un modèle open source qui est très intéressant, puisque comme Llama chez Meta, c'est un modèle que tout un chacun, moi je l'ai installé sur mon Mac, que tout le monde peut récupérer et utiliser en local ou sur un serveur. D'ailleurs, Microsoft vient d'annoncer qu'ils allaient le mettre sur Azure. Donc en fait, c'est ça aussi le gros avantage, c'est que c'est un modèle qui demande peu d'énergie et qui peut être déployé très facilement. Déployé, modulé, modifié aussi, modifié, en fait, tout à fait. Puisque c'est de l'open source. La base du travail qui a été faite sur DeepSeek va sans doute complètement en fait transformer certains usages de l'IA et faciliter en fait le déploiement de l'IA pour de nouveaux acteurs qui vont pouvoir se l'approprier beaucoup plus facilement en fait. Et alors ce qui est intéressant, je sais pas ce que tu en penses, JB, c'est que ça casse un peu le fantasme d'OpenAI qui avait, on va dire, la suprématie dans ce domaine, avec ChatGPT, les nouvelles versions de ChatGPT, etc. Il y a un acteur inconnu, chinois, qui bosse en toute frugalité, qui arrive à faire aussi bien, voire mieux. C'est ça aussi qui est intéressant. Ça montre deux choses. Déjà que les Chinois sont extrêmement forts, et ils le prouvent encore aujourd'hui, dans les smartphones, dans les voitures, dans tout ce qu'on veut, et dans l'IA. Et deuxièmement, c'est que ça va un peu rabattre les cartes sur cette IA, où on mettait tout sur ChatGPT, sur OpenAI et tout ça, et finalement, ça va un peu remettre que, on peut faire mieux pour moins cher, moins gourmand, et ça va peut-être aussi donner envie à OpenAI et à ChatGPT de faire mieux, moins cher, moins gourmand, et d'être encore mieux, donc de relancer un peu la machine pour le commun des mortels. Exactement. D'ailleurs, ils sont dit ravis de voir cette concurrence arriver. D'ailleurs, par contre, ils sont ravis, mais bon, pas tant que ça, puisqu'ils disent aujourd'hui que DeepSeek a copié pas mal de choses. Et notamment, ce serait servi, en gros, pour résumer, de ChatGPT pour entraîner son modèle à lui. Sauf qu'ils sont un petit peu, là, je me permets, un fort de café chez OpenAI de nous dire ça, puisque OpenAI, c'est lui entraîné en piratant massivement des articles de presse, des vidéos de créateurs. Bien sûr. Ils ont siphonné Internet, tout simplement. Bien sûr. Donc, et ça, ils le disent pas. Enfin, ils le disent. Ils disent que c'est du fair use. Ils disent que ils ont le droit de le faire parce que c'est comme ça. C'est comme si quand vous prenez des notes, pour eux, c'est un peu comme si vous preniez des notes devant une vidéo YouTube. Je regarde au-dessus de ton épaule ce que tu écris. Pareil. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Et d'ailleurs, ils sont en procès avec différents acteurs, dont le New York Times, qui les accusent de l'avoir. Et d'ailleurs, ils commencent à payer certains médias, je crois. Exactement. Ils ont fait des accords, notamment avec Le Monde en France. En tout cas, ça prouve qu'ils se rendent compte qu'ils ont mis un peu trop de doigts dans le pot de confiture. Voilà. Tu vois. Mais donc, du coup, c'est un petit peu fort de café derrière de dire à DeepSeek, vous nous avez copié. Ouais, mais vous avez piraté tout le monde, les gars. Faut pas oublier ça. Et je pense que ça donnera lieu quand même à des procès dans le futur qui vont être gigantesques en matière de protection du copyright. Est-ce que les ayants droit, il y en a beaucoup, se sont pas fait avoir par OpenAI? Ça va être compliqué quand même. On va suivre évidemment cette histoire-là qui aura de multiples rebondissements dans les jours et les semaines qui viennent, ça c'est obligatoire. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà pour l'actu. On va se retrouver avec Eric et avec JB pour le petit module bonus. Eric, tu vas nous parler d'un truc. Ça m'étonne pas de toi, de côté, parce que on sait que tu adores bidouiller et moi j'adore quand on bidouille comme ça. Tu vas nous raconter une expérience personnelle tout à l'heure dans le module bonus audio. Tu as pris un vieux smartphone. Que tu as refait fonctionner avec un OS. Et qui marche très bien. Je conseille à tous les gens qui ont un vieux smartphone qui n'est plus mis à jour de faire ça en fait. Eh bien, tu vas nous raconter tout ça tout à l'heure. Ce sera dans le module bonus exclusivement sur le podcast audio. De quoi je me mêle n'est pas terminé. Dans un instant, c'est Lionel Paris qui nous rejoint. On va parler avec lui fibre, Wi-Fi, puisque c'est un peu son domaine de prédilection. À tout de suite. Merci d'être là. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.